Il est conscient quand même, donc c'est déjà différent. Ok. Voilà. Bien. Alors écoutez, avant le repas, on va appeler Michael. Bonjour. Ça ira Ça devrait être bon, vous allez m'entendre, je pense. Oui. Bon. Alors, Michael, fondateur de l'association Peuple Loup, basée dans les Charentes-Maritimes. C'est ça. Donc, qui a vécu dans le nord du Québec. Alors, on ne va pas revenir à ce que dit tout à l'heure Michel, mais lui, il s'est immergé un petit peu au milieu des loups et de leur environnement. Et alors, ce qu'il fait beaucoup, à travers la photo, à travers l'image, il fait beaucoup d'opérations de sensibilisation au sein des écoles, hein, c'est ça, Michael? Oui. Elle était plus au Québec, elle est en Béton-Bonnet, là. Voilà. Je me méfie du temps mosellien. Donc, l'expérience d'un naturaliste de terrain au milieu des loups, moi je trouve ça sympa. C'est à toi. Alors bonjour à tous. Alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu ma démarche et ce que j'ai essayé de faire pendant 2 ans au Québec pour essayer de voir des loups. Alors n'y voyez rien de scientifique. On m'a parlé de naturaliste, mais je ne me considère même pas comme naturaliste. Je suis juste un fou passionné qui a rêvé de vivre au milieu des loups puis d'essayer d'en apprendre plus. Et je me suis dit, déjà, ça c'est au milieu. On commence toujours au début, hein, j'ai commencé dans les parcs à prendre des photos, mais au bout du compte, au fil de mes réflexions, j'ai trouvé que c'était visiter des parcs pour prendre des photos, c'était pas, il y avait quelque chose qui me gênait beaucoup. C'était la captivité forcément. Je me suis dit, non, je veux essayer de comprendre le loup, je vais essayer de les observer, bah, faut que j'essaye de le faire en milieu naturel. D'où est venu 2 projets de terrain, 2 fois 2 ans au Québec. Alors, je vais vous parler un petit peu de la dernière, qui s'est passée entre 2008 et 2010. Donc, vous allez comprendre un petit peu tout ce principe-là. Alors, au Québec, j'ai été au nord du Québec. C'est un point qu'on appelle la baie James. C'est un endroit où il y a eu des barrages électriques qui ont été construits, ce qui me facilite la chose pour y aller, parce qu'il y a au moins une route qui a été construite là-bas. Et c'est un endroit assez sympa, c'est la taïga, donc forêt boréale avec des loups de type boréal. La taïga, c'est sympa pour espérer voir plus de loups, c'est qu'il y a assez d'espace entre les arbres qui sont pas très gros, il n'y a pas beaucoup de végétation basse. Ça veut dire que s'il y a un loup qui passe entre 2 arbres, j'ai plus de chances de le voir que si je me baladais dans les Vosges par exemple, parce que là, même si vous aviez un loup à 10 mètres, il y a de fortes chances qu'il soit caché derrière un arbre et que vous ne le voyez pas. Donc, rien que physiquement, ça aide. Après, il y a un autre truc qui aide aussi, c'est forcément que c'est un petit peu joli quand même. C'est un petit coin de paradis où vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'habitations, où il y a pas mal de loups. Je sais qu'il y a des loups parce que c'est la 2e fois que je vais dans la région. C'est le coin des Amérindiens d'Amérique, qu'on appelle les Cris, qui ont accepté que je m'installe chez eux, puis que je fasse mon petit fou pendant 2 ans au milieu des loups. Alors, ça c'est la taïga, donc beaucoup de lacs, beaucoup d'eau, beaucoup de forêts, quelques marécages, un coin vraiment sympa. Et des loups. Alors le principe, je veux essayer de voir des loups, il faut que je m'installe chez eux. Moi j'ai un principe principal, je ne suis pas là pour prendre des photos de loups, je suis là pour essayer de vivre chez les loups. Je veux marquer ma présence, je veux faire comprendre au loup que j'habite chez lui. Ça veut dire quoi? Rester longtemps, là c'était prévu 3 ans, tout le temps, en toute saison, m'installer ici et puis dire au loup que j'habite ici. Alors ça demande un temps de base, que vous mettez idéalement au milieu de ce que vous voulez faire, un petit panneau solaire pour recharger les batteries, et puis j'avais même internet pour aller sur internet quand je voulais, donc c'était le grand luxe. Et là je suis au milieu des loups, super. Sauf que ça marche pas comme ça. Parce qu'il y a un gros problème avec les loups, il y a plusieurs gros problèmes avec les loups en fait. Un gros problème avec les loups, c'est que, on ne vous l'a pas tellement dit depuis le début, mais vous devez le savoir, une meute de loups a besoin d'un très grand territoire pour vivre. Et plus on va dans le nord, plus le territoire doit être grand. Ça veut dire qu'ils sont très mobiles, parce qu'ils doivent parcourir le territoire, il faut qu'ils surveillent, il faut qu'ils cherchent les proies, il faut qu'ils défendent le territoire. C'est-à-dire qu'ils passent beaucoup de temps à bouger, et que moi, si je reste assis sur mon cul dans ma tente au camp de base, eh ben j'aurai un coup de job. Donc, il faut que je bouge, et il faut que j'essaie d'être aussi mobile que le loup, même si vous allez voir, ça ne va pas être possible. Mais donc, ça veue dire un camp de base, et puis après je rayonne, je choisis des secteurs, ah tiens, je vais visiter ce secteur-là, je vais voir ce qui s'y passe. Et le but, c'est que je regarde ce qui se passe, tout simplement. En fait, pour résumer, ce que je fais, c'est que je visite la forêt du meute de loup. Je vais visiter les collines, les ruisseaux, je vais voir tout ce qui m'intéresse dans une superficie assez grande. Et puis,
je vais regarder les traces par terre, les indices, je vais voir les oiseaux qui chantent, je vais voir les ours qui se baladent. Et puis voilà. Bah, pas où je me balade, le problème c'est que je ne vais pas les voir les loups. Parce qu'on vous l'a dit un petit peu quand même, c'est que le loup il est méfiant envers l'homme. Le loup évite principalement les rencontres avec les hommes, donc quand un loup va me sortir ou me voir, il va se camoufler, il va se sauver, et puis pot de zob, je vais rien voir. C'est pas grave. Parce que mon principe, c'est que partout où j'aurais marché, là où je pense vivent les loups, j'aurais laissé mon odeur, ma trace. Et je compte là-dessus. Je compte sur le petit défaut du loup qui fait que tout ce projet repose sur ça. Je compte sur la curiosité des loups. Le loup, comme tous les prédateurs, doit être curieux. Il doit savoir ce qui se passe sur son territoire, et donc il faut qu'il vérifie. Et je sais que quelques jours après que je sois passé, il y a forcément un loup qui va passer pour faire son travail, et il va tomber sur mon odeur. Bon, la première fois, je vous avoue qu'il a dû répondre mal, parce que les humains, il ne faut pas en sentir beaucoup. Mais, au bout de plusieurs mois, à force de sentir mon odeur un peu partout sur son territoire, à plusieurs endroits, à plusieurs saisons, le loup, j'espère qu'il va se dire « Ah bah tiens, celui-là je le connais, c'est le petit barbu qui se balade de l'autre côté du lac. » C'est pas moi qui vais chercher le loup, c'est moi qui espère que le loup va s'intéresser à moi parce que je suis atypique, je suis quelque chose de spécial sur ce territoire. Mais ça demande de vivre un peu comme le loup. Alors, tous ceux qui font du terrain vont vous le dire, c'est pas en regardant le loup qu'on apprend comment vit le loup, c'est en regardant les traces qu'il laisse par terre. Donc ça c'est au moins quelque chose qu'on peut faire pendant qu'on visite la forêt. Dans la forêt où je suis, sur le territoire, il y a une seule route, mais elle est en gravier. Ça c'est super pratique parce que je peux voir plein de traces. Et dès le début, je sais qu'il y a du loup qui passe. C'est présent, il utilise beaucoup les routes parce qu'un loup, économie d'énergie, un petit peu feignant. S'il y a une route, je ne vais pas me faire chier à marcher à côté. Donc, vous allez voir, même ça marche aussi en France. Le loup utilise beaucoup les chemins, les sentiers, les pistes de ski de fond. Ça, dès qu'il peut, il s'en sert. Et moi, ça m'aide bien. Le problème, c'est que si le loup quitte la route, là, je suis baisé. Les crottes, évidemment, ça c'est encore plus intéressant parce que ça m'explique aussi un petit peu, même sans avoir le nez dedans, ça m'explique aussi si c'est plutôt facile ou pas pour le loup de trouver à manger. Parce que la texture de la crotte va être totalement différente s'il a mangé la veille 10 kg de viande ou s'il a mangé il y a 3 semaines. Parce que le loup ne mange pas tous les jours. Le loup passe beaucoup de temps à chercher, à trouver, à rater, et puis quand il mange, il se boiffe, et puis après, il peut se faire jaune. On peut trouver aussi des carcasses toutes fraîches comme l'orignal qui a été trouvé quelques jours avant, donc c'est une trace de neige qui m'ont emmené là-bas. Là, c'est très intéressant. Et puis des carcasses, c'est du caribou qu'on trouve en masse parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de caribou, donc ça, j'en prends beaucoup moins, mais ça me permet de découvrir des choses. Tout ça, mis bout à bout, ça me permet au fil du temps, au fil des semaines, au fil des mois, de me dire, ah bah tiens, le loup il va ici, le loup il fait ça. J'en apprends un peu plus sur comment il vit le loup. Mais tout ça, et ça c'est important, c'est sans voir le loup. J'ai pas vu le loup une seule fois encore. Et puis, le problème de vivre sur le terrain, c'est que on a affaire à des petits contretemps. En fait, on doit apprendre à vivre avec d'autres animaux qui vivent dans la forêt comme le loup, et l'ours noir en fait partie. Sauf que j'ai fait une énorme connerie en m'installant dans la forêt. C'est que comme j'étais très loin, je suis à 500 km de la ville quand même, donc quand j'y suis allé, il y a des gens qui m'ont emmené avec une camionnette, une remorque, et puis j'ai emmené pour 3 mois de nourriture, et puis de quoi rester le plus longtemps possible sans devoir rechercher quelque chose. Et j'ai cru que je pouvais cacher 3 mois de nourriture dans la forêt sans qu'un ours le sache. Et ça, je vous assure que là, même caché en essayant de planquer la nourriture dans les arbres, même en creusant des trous, j'ai testé plein de techniques. Pendant 2 semaines, on a joué un petit jeu entre l'ours et moi. On s'est amusé à savoir qui c'est qui était le plus malin. Et au bout de 2 semaines, j'ai admis ma défaite et je me suis dit, c'est bon, j'étais un peu plus con que lui, laisse tomber. Donc j'ai dû tout ranger, tout nettoyer, puis j'ai dû m'en aller. Parce que l'ours, le problème de l'ours, c'est que il est gourmand, puis il va perdre la peur de l'homme au fur et à mesure qu'il a quelque chose à se mettre sous la dent. Au début, un ours, vous tapez dans la main, il s'enfuit très vite. Mais au bout de 5 fois, s'il sait qu'il y a quelque chose aux alentours, il va se devenir plus entreprenant. Et il va baisser sa distance de fuite en fait. C'est pas qu'il était dangereux pour moi, mais il commençait à s'approcher des coins où il y avait les appareils photo, les ordinateurs, des trucs que je voulais pas que ça casse parce que j'avais pas trop d'argent. Donc j'ai dû déménager. J'ai fait une grosse connerie et il fallait que je l'assume. Alors voici la première photo de loup du projet. C'est un jeune louveteau qui est en train de faire la sieste sur le bord de la route. Je vais vous dire, c'est même pas moi qui l'ai pris cette photo, je vais vous le dire rapidement parce que c'est quand même important. Le premier été, on était 2. Il y avait une amie biologiste qui était venue me donner un coup de main. Donc, premier été, on était 2 et presque à la fin, quand on est rentré chez elle, c'est là qu'on a rencontré ce loup-là. Enfin, qu'elle a rencontré ce loup-là parce que moi je l'ai pas vu.
On était parti pour explorer un coin, vous savez, oh bah tiens, on a 4 jours à passer, on va passer dans ce coin-là, puis on va passer les 4 prochains jours à regarder les pistes, les traces, tout ce que je vous ai dit qu'on allait faire. Et puis au milieu du chemin, on prend la route, au milieu du chemin, je me rends compte que j'ai oublié de mettre la carte dans l'appareil photo. Je peux pas faire les photos. Un peu con, tu sais, donc je fais à Julie, bon bah écoute, continue, je te rejoins, je vais chercher ma photo, peut-être, t'as pas de tête, t'as des jambes. Et oui, quand je la rejoins, au retour, elle me regarde avec un grand sourire, hey, c'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu. Moi je l'ai comme ça. Enfin bon, ça c'est pour vous dire que, vous savez, ça fait 3 mois qu'on voit des traces presque quotidiennement. On a des indices, on sait que le loup est là, on sait que le loup vit, mais pour le voir, c'est vraiment pas évident. Et puis vous allez voir plus tard que cette période-là, c'était la période la plus facile pour voir des loups. Vous allez comprendre plus tard. Alors, pourquoi j'aime bien le Québec? Déjà c'est très joli, mais c'est aussi parce qu'il y a une forte présence de la neige au nord du Québec. Genre la première année, il neigeait le 10 septembre, il s'est arrêté de neiger le 10 juillet. Donc ça amène énormément de choses au niveau traces évidemment, parce que là, vous avez l'impression que vous pouvez suivre les loups sur plusieurs kilomètres des fois. Vous pouvez voir la vitesse du loup, s'il marche, s'il court, s'il trotte. Vous pouvez voir s'ils sont plusieurs ou pas, pas tout le temps, mais t'arrives déjà mieux. Tu sais où est-ce qu'il dort, tu sais où est-ce qu'il fait pipi. Tous les petits trucs comme ça qui t'apprennent à distance qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc c'est super intéressant, c'est le pied total. T'as l'impression que tu pourrais tout connaître. Sauf que c'est juste qu'une impression. Parce que arrive l'hiver, forcément, mois de septembre, c'est pas encore le gros hiver, mais décembre, janvier, février, Nord Belgium, c'est moins 30, moins 40, j'ai connu jusqu'à moins 54 degrés. Et là, ça commence à appeler grave. Donc il faut que je m'équipe, il faut que je fasse en sorte de pouvoir vivre dehors quand même, c'est toujours assez important. Et donc il faut que je mette des vêtements en plus, il faut que je fasse du feu tous les soirs, chose que je faisais pas avant, il faut que je mette des raquettes pour marcher sur la neige, et il faut que je tire une luge pour emmener du matériel qui devient de plus en plus volumineux, parce que vous comprenez bien qu'à moins 40, il faut du duvet. Et le gros problème qu'il y a, avec en plus des journées qui sont très courtes, le problème qu'il y a, c'est que le loup n'a pas besoin de tout ça. Le loup, il n'a pas besoin de gros sac à dos parce que les choses sur place. Le loup, il n'a pas besoin de raquettes parce qu'il y a des grosses pattes dans la neige. C'est facile à voir. Hein. Franchement, la neige en Belgium, c'est facile. Un loup, vous suivez la trace, ça fait comme s'il faisait ça. Toi, tu suis derrière, c'est pas vraiment pareil, ça fait. Tu sais, des fois, tu avances 3 km, t'es content, t'as fini ta journée. Hein. Donc, moi, j'ai vu des vidéos où les gens ils faisaient 20 km de pistage dans la neige, des envies, je suis pas capable. Et donc, mine de rien, ça rend les choses très très difficiles et que je suis toujours obligé de stopper. Tu sais, je vois des traces qui pourraient m'emmener plus loin, mais au bout d'un moment, je suis obligé de faire non stop. T'as limite, il fait trop froid, t'as que à bouffer. Laisse le faire. Tu sais, on n'est pas fait pour ça, lui il est fait pour ça, moi je suis pas fait pour ça. Mais, et ça c'est important, je continue à dire au loup que j'habite chez lui. De temps en temps, quand je suis dans mon sac de couchage, la nuit tombe, je vais bientôt dormir, et ben j'entends de temps en temps, pas tout le temps, hein, j'entends de temps en temps un loup qui hurle. Et lui, ce loup-là, je sais que le lendemain, il va sentir ma présence. Il va savoir que j'ai été ici. Il continue à penser que j'habite sur ton territoire. Et pour moi, c'est le plus important. Alors, en hiver, lui, il passe évidemment beaucoup de temps à courser les caribous, qui sont en masse incroyable en hiver, à partir de la mi-novembre jusqu'à mi-février. C'est beaucoup de caribous. Michel l'a dit tout à l'heure, c'est une énorme migration, et ça passe par chez moi. Donc, c'est des rivières de caribous, comme on appelle. C'est des milliers de caribous one shot qui passent du nord au sud. Et ça, forcément, déjà, c'est super sympa à regarder. Sauf quand ils viennent la nuit, qu'ils passent à côté de ta tente et puis qu'ils en bas. Ça, c'est moins sympa. Bon, c'est pas grave, c'est du caribou. Et puis, forcément, ça fait la fête au loup. Parce que, forcément, ça fait de la nourriture. Alors, évidemment, ils n'arrivent pas à avoir tout ce qu'il faut pour les caribous. Parce que les caribous ont un moyen de défense qui est sa vitesse et puis le fait de se balader en groupe. Mais il arrive forcément à en avoir qui sont en général plus affaiblis, parce que grosse migration, donc beaucoup de kilomètres. Le deuxième hiver, par exemple, l'hiver était pas rude, et j'ai vu beaucoup de caribous qui étaient blessés à la patte, parce qu'ils étaient passés à travers des lacs de glace. Donc ils s'étaient blessés, donc ils couraient moins vite, donc ils étaient affaiblis. Et donc c'était une cible plus facile pour les loups. Alors l'hiver, je vous ai dit, c'est super compliqué, très compliqué. On dit au loup qu'on habite chez lui, mais pas moyen d'aller aussi loin que lui. Lui, il passe son temps à parcourir un territoire vraiment immense. Allez, là, on arrive au printemps, même s'il y a encore pas mal de neige, et ça, c'est la période la plus intéressante, forcément, parce que ça se réchauffe, la neige s'en va petit à petit, enfin, va rester un bon bout de temps, ne vous inquiétez pas, mais c'est surtout la saison des amours et la période de reproduction chez les loups. Et dans cette période-là, alors qu'en hiver, ils passent leur temps à parcourir l'ensemble de son territoire pour trouver du caribou, pour faire ce qu'ils doivent faire, et bien, à partir du moment où la femelle commence à être bien chargée,
eh ben, ils vont se regrouper dans un secteur qui est beaucoup plus petit. Qui est quand même assez grand, mais beaucoup plus petit. C'est là où il va y avoir la tanière, c'est là où les louveteaux vont être élevés pendant tout l'été. Et pourquoi j'adore ce pays-là, c'est qu'au mois de mai, il y a encore de la neige. Ça veut dire que je peux continuer à suivre des traces qui vont m'emmener dans des endroits intéressants. Et sans chercher la tanière, ça je ne cherchais pas la tanière, je sais que ça peut être dangereux pour les louveteaux. Mais je sais que j'ai un secteur où là je peux marquer ma présence beaucoup plus que dans d'autres saisons. Donc j'essaie de marquer un maximum, je les vois pas plus, mais je marche, et j'espère un truc, j'espère que les louveteaux un jour, quand ils vont grandir un peu, faire un premier pas, ils tombent sur mon odeur, qu'ils disent « Ah, lui je le connais ». Et ça marche. J'ai trouvé les petits louveteaux, mais pas quand ils étaient tout petits. Là, le louveteau, je l'ai vu au mois de juillet, il avait 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. C'est une période qui est encore plus intéressante, enfin pour moi, c'est une période où c'était plus facile de les observer. Parce que vous savez, les loups, avant de voir, ils sont trop fragiles, ils quittent pas trop la tanière. Mais après, il y a les parents qui vont les emmener, et ça s'est pas déroulé les 3 années pareil. La première année, la première photo de loup, c'était le même principe, c'était le même âge, c'était le même endroit. C'est les parents qui emmenaient leurs petits ensemble dans un coin où ils pouvaient les surveiller de loin. On appelle ça une zone de rendez-vous. Moi, j'ai plutôt tendance à dire aux enfants que ça ressemble beaucoup plus à une cour de récréation. Parce que le principe est le même. On les laisse ensemble, sans trop de surveillance, et puis ensemble, ils vont jouer, ils vont apprendre la vie, ils vont apprendre à devenir loup. Et à ce moment-là, eux, ils vont accepter que je sois là, et que je m'en rapproche pas mal. J'ai testé avant, je l'ai vu celui-là beaucoup plus loin, et puis j'ai tenté quand même de m'approcher de lui, petit à petit. Vous savez, une photo de loin, t'avances d'un pas, t'attends la réaction, puis comme il réagit pas, t'avances encore un pas, tu retentes. Et puis, je peux me mettre juste en face de lui. Il m'a laissé me mettre, il est d'un côté de la route, vous voyez, ça c'est la seule route qui existe. Il est d'un côté de la route, je me mets dans le fossé juste en face de lui, je m'installe, je prends des photos, je fais du bruit, il en a rien à foutre, il lève même pas la tête là, il s'est levé, mais quand je me suis couché, il était comme ça, il me regardait. Pas plus que ça. Alors après, il m'a fait plaisir, il a bougé un petit peu, il a fait les 100 pas, il m'a montré aussi que c'était un petit garçon. Et puis, il m'a fait un gros cadeau, ce louveteau-là, ce jour-là. Vraiment un cadeau que je n'oublierai jamais. C'est qu'après avoir batifolé pendant 5 à 10 minutes, il s'est dit « Oh putain, il fait trop chaud, je vais faire la sieste. » Tu sais, c'est fainéant, hein. Et il a choisi de refaire la sieste, mais il s'est remis juste en face de moi, au même endroit. Ça m'a montré que je le dérangeais pas plus que ça. Il était vraiment... Et après, il s'est sauvé un petit peu plus tard. Pendant 4 jours, j'ai pu voir les louveteaux du matin au soir. Pas aussi près que ça c'était la plus belle expérience. Mais du matin au soir, hop, ça vient par 1, ça vient par 2, ça sort un petit peu partout, ça joue. Et puis voilà, pendant 4 jours. Jusqu'à l'arrivée d'un an. Où là, là où je n'ai pas les louveteaux, il est tôt le matin, et puis un peu plus tard, je vois ce loup sortir de la forêt et se diriger vers moi. Au début, on ne me voit pas, parce que je suis quand même si je suis pas caché, je suis dans un fossé, donc pour l'instant, je suis hors de vue. Et puis je vois qu'elle va sentir partout, et les louveteaux sont passés les jours d'avant. Elle avance, il y a un renifle, et puis au bout d'un moment, elle me voit. Là, elle regarde, enfin bon, là, elle rentre dans la forêt, ça n'a pas duré 10 secondes, la louve, elle est partie. Et j'entends par contre, ça pousse un petit gémissement, elle me contourne. Et un petit peu plus loin, je vais l'entendre appeler ses fils. Le truc qui est intéressant là-dedans, c'est qu'après cette rencontre-là, ce matin-là, avec cette louve-là, j'ai plus jamais vu les louveteaux à cet endroit-là. Donc c'est sûrement parce que j'ai dérangé, c'est sûrement parce que oui, les petits, ils sont curieux, ils ont peur de rien, et puis j'espère qu'ils avaient mon odeur qui m'a permis de me rapprocher, mais pour un maman loup, ça suffisait pas, et il fallait éloigner le danger en s'en allant. Et c'est tout ce qu'elle a fait. Alors quelques petits voisins rapides, les écureuils, parce que faut bien des compagnons, parce que si j'avais des loups dans la forêt, je me serais bien fait chier, je ne voyais pas assez souvent. Donc les petits écureuils, c'est sympa parce que ça a peur de rien, c'est un peu psychopathe. Hein. C'est un Québécois qui m'a donné une expression pour définir l'écureuil. Il m'a dit un écureuil, c'est juste un rare sous cocaïne. J'ai expliqué un petit peu le principe d'un écureuil. Ça bouge tout le temps, c'est explosif, c'est très rigolo, ça fait du bruit, ça te réveille. C'est super rigolo. Et en plus, ça peut t'apprendre des fois, quand il y a des loups et des ours qui se rapprochent, parce que en écoutant bien, il arrive à te donner des messages. Les mouches, forcément, les moustiques. Franchement, sérieusement, j'ai vu des loups assez près. J'ai vu des ours à moins d'1 mètre. Vous n'allez pas le voir, mais j'ai vu des ours très près, j'ai vu des renards très près, j'ai vu des caribous très près. Les seuls animaux qui vont essayer de me bouffer, c'est pas les loups, c'est pas les ours, c'est pas les renards, c'est les moustiques. Donc il faut vraiment se méfier de ces petites bêtes-là. Tout le monde se protège, que ce soit les loups, les ours, les orignaux. Tout le monde craint ces petites bestioles qui sont très très tannantes. Alors, je vous avais parlé rapidement de l'ours qui m'avait forcé à déménager. Parce que une grosse bêtise, je vous présente l'ours qui s'est approché de mon 2e camp, là où j'ai déménagé, l'été suivant.
je l'appelais Ben. Lui, ça s'est super bien passé. Parce que j'ai pas fait la connerie, évidemment, j'essaie de réfléchir quand même un peu. Donc j'ai moins de nourriture sur place, j'ai trouvé une bonne caisse bien solide, c'est-à-dire que je peux pas rentrer dedans. C'est-à-dire que oui, il a réussi à me piquer de temps en temps un petit peu de bouffe, tu peux pas empêcher un ours de piquer un petit peu de nourriture, hein, tu sais, la nourriture du jour que tu emmènes, hop, tu vas pisser, il va te prendre, pas grave. Mais jamais il s'est mis dans la tête qu'il avait tout son été de nourriture à disposition là. Donc, il faisait son tour de temps en temps, et après il retournait à faire ses affaires, et j'ai eu aucun souci. Si, le seul petit souci que j'ai eu, c'est que quand j'étais pas là plusieurs jours pour pister les loups, il venait à ma tente, il faisait tomber la tente et s'en allait. Il cassait rien, il a jamais rien cassé, jamais rien détruit, il venait, il faisait tomber la tente, au revoir. Alors là, on a plus solitaire, plus petit que le loup, très discret aussi, hein, je le vois pas souvent, le renard. Mais par contre, je vois souvent les traces de renard, surtout en hiver, qui font tourner les poubelles la nuit pour vérifier ce que j'ai laissé. Le renard, c'est... il sent un petit peu... Bah, moi je trouve que le renard ressemble beaucoup plus au comportement à l'ours qu'au loup. Dans ce principe-là, le renard et l'ours sont tout aussi gourmands. Ils se croient assez malins pour tenter de te piquer ta nourriture si t'es pas là. Et puis à force, même si t'es là, ils vont essayer quand même. Les deux se croient vraiment plus malins que nous pour essayer de grignoter quelque chose. Et c'est quelque chose que j'ai jamais vécu avec les loups. Jamais. Et pourtant j'ai le même camp, j'ai fait les mêmes erreurs. Mais jamais j'ai vu de traces de loup faire le tour de mes poubelles. Jamais j'ai vu de loup rentrer dans ma tente et puis fouiller dans la boîte. Et les traces de renard qui ont fait ça, je vous assure, il y en a eu. Toujours il y a une distance qui est restée entre les loups et moi. Et vous remarquerez, toutes les photos qui ont été prises sur le bord de la route. C'est pas sexy, mais c'est ce qui se passe en réalité. C'est là où l'endroit où ils ont l'habitude de croiser un peu de monde, donc c'est là où ils se font plus facilement voir. C'est aussi plus facile, moi j'utilise plus la route et eux aussi, donc c'est un endroit qui est le plus facile. Par contre, ça n'empêche pas, et j'aime bien ces photos-là. Oui, le loup est méfiant, et j'ai jamais réussi vraiment à m'approcher d'eux. Mais par contre, ils sont curieux, je vous ai dit, et puis ils le prouvent à plusieurs reprises. Là, ce que vous voyez sur une piste, c'est une piste de 3 loups. Facile à voir parce que c'est sur un lac gelé, donc les traces sont bien marquées, donc j'ai bien pu différencier 3 loups qui sont passés sur ce lac, ils n'ont pas fait que passer, ils sont restés plus de temps. Ici, il y a deux traces de loups qui sont couchés. Ils sont en train de jouer sur la neige. Et ce que vous regardez, ce qui est intéressant, je ne vais pas tester le laser parce que je ne sais pas ce que c'est, mais ce que vous regardez la forêt en haut, au milieu des sapins, le truc blanc, ça c'est mon camp de base. Je me suis réveillé un matin, je me suis dit, oh, c'est quoi ces traces sur le lac? J'ai été voir, ah bah tiens, il y a 3 loups qui sont passés. Ils sont restés 3 jours, 3 nuits autour du camp. Jamais vu, jamais entendu. Par contre, j'ai été faire les tours des pistes et puis ils ont été pissés partout. Là où j'étais coupé mon bois, partout où j'étais promené, partout où j'étais, ils ont été vérifiés. Et pour moi, cette photo, elle est intéressante parce qu'elle explique bien pourquoi on a cultivé une certaine peur du loup aussi. Parce que c'est arrivé, ça. En France, nos ancêtres, quand il neigeait au mois de janvier, ça leur arrivait, ça, de se lever un matin puis de voir des traces de loup faire le tour du camp. Et de voir les traces de loup qui ont suivi les traces des enfants pour aller à l'école. Alors on s'imagine des choses et puis ça fait tout bizarre, je vous assure. Un animal qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, et qui est passé si près, enfin, même s'il est tout près là, tu poses des questions, tu te demandes pourquoi cet animal-là a fait le tour de nos maisons. Mais pensez à ça, il est curieux, il doit savoir ce qui se passe sur son territoire et vous êtes sur ton territoire. Veut pas, vous voulez ou pas, vous êtes sur le territoire des loups et donc vous faites partie de son tour de piste. Juste pour finir, des petits jours qui peuvent être intéressants, 730 jours d'affilée, c'est le temps que j'ai passé pour ce projet-là sur le terrain. J'ai tout le temps jamais quitté le territoire de la Meute pendant 730 jours, même quand j'allais chercher de la nourriture, c'était à 30 km, mais c'était sur le territoire des loups. Le nombre de rencontres en 730 jours, 20 rencontres. Et, attendez, parce que sur les 20 rencontres, il y a 5 que j'ai compté, c'est là où il y a des louveteaux. Là, c'est du bonheur, vous comprenez, c'est du matin au soir, vous les voyez de près, ça c'est des vraies rencontres. Les 15 autres rencontres qu'il y a marquées sur cette feuille-là, c'est un loup que j'ai croisé à 300 mètres, il est de dos et puis il s'en va. Je pourrais même pas vous montrer la photo parce que sur la photo qui serait grande comme ça, vous voyez le loup, c'est la taille du haut de rencontre par exemple. Et c'est fou. Vous savez, il n'y a que moi qui sais que c'est un loup, donc je ne vais pas vous bassiner avec ce genre de photo-là. Donc c'est ça, c'est plus la réalité d'essayer de voir des loups. En vrai, c'est vraiment pas évident. Le nombre de loups, ça c'est le truc qu'on lit dans les livres, c'est super sympa. Oh bah tiens, bah ouais, regardez dans le parc, ils vont vous dire combien il y a de loups, c'est vraiment facile à connaître. En vrai, là, il faudrait les voir ensemble. La plupart du temps, vous voyez les loups tout seuls, parce qu'ils passent leur temps à parcourir un territoire, et notamment dans le nord, où le territoire est beaucoup plus grand qu'en France, 1000 km² au lieu de 250-300 km², et ben ils se séparent assez souvent pour couvrir du terrain, et donc tu les croises très souvent tout seul. Et sauf que comment tu peux différencier ou même compter un loup quand tu ne vois que tout seul. Et même si un mois après t'en vois un autre, t'es jamais sûr que tu as vu. La taille du territoire,
Je sais que c'est immense, mais je n'ai aucune idée. J'ai estimé que c'était ça, mais jamais su vérifier. Il aurait fallu que je fasse le tour en hiver, mais trop compliqué. Et quand je vais voir beaucoup les enfants pour raconter cette histoire-là, on me fait souvent le coup. Il y a souvent les professeurs qui viennent expliquer aux enfants, ouais, demain vous allez voir, vous allez rencontrer le monsieur qui a vécu avec les loups. Mais la nuance est importante. Est-ce que j'ai vraiment vécu avec les loups? Non. J'ai vécu chez les loups, sur leur territoire, comme j'ai vécu sur le territoire des ours. Alors comme on est voisins, comme on habite le même territoire, il y a interaction parce qu'ils viennent voir, ils sont curieux, ils se renseignent. Mais j'avais pu dormir avec un loup, caresser un loup, manger avec un loup. Ça, c'est le côté un petit peu fantasme, mais en vrai, c'est loin de ce qui peut se passer en réalité. Alors, ma petite présentation est finie. Je voulais juste faire une petite pub éhontée, mais totalement gratuite. Si vous êtes intéressé sur le suivi du loup, il y a Mitras et l'ASPA qui organisent fin septembre une formation de 3 jours. Et donc, renseignez-vous sur leur site si vous êtes intéressé, c'est très intéressant, c'est des gens qui sont très calés. Donc si vous voulez vous intéresser, allez sur leur site, allez vous renseigner, demandez un petit truc, et puis si ça vous intéresse, peut-être. Voilà, je vous remercie beaucoup.